Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 10 août 2024 avec comme titre principal une grande offensive lancée par Kiev dans le territoire russe et très exactement dans l'oblast de Koursk et à la frontière russo-ukrainienne. Donc c'est à l'extrême nord de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont pu pénétrer jusqu'à 10 km en profondeur. Ça, c'est selon le New York Times. On verra bien sûr les articles attachés à cet événement. Et d'après Valery Gerasimov, donc le chef de l'état-major russe, donc cette grande offensive a été stoppée net au bout de 24 heures. Donc toujours d'après Gerasimov, les Russes auraient détruit 54 véhicules blindés, 7 chars, et sur les 1000 soldats ukrainiens engagés, Gerasimov précise que les Russes ont fait 100 morts, 215 blessés. Par contre, côté russe, il y a eu 4 morts civiles, dont une femme enceinte, c'était à préciser, et 20 blessés. Et côté perte matérielle russe, ils ont perdu 2 hélicoptères de combat et 2 chars. Les Ukrainiens n'ont pas revendiqué officiellement cette grande offensive. Zelensky, lors d'une conférence, l'a laissé entendre, mais de manière floue. En tous les cas, les Ukrainiens n'ont pas revendiqué cette grande offensive officiellement. Évidemment, parce que c'est totalement illégal. Alors, comment la dernière fois sur Belgorod, à 2 reprises, quand il y a eu des attaques qu'on disait ukrainiennes sur Belgorod, Kiev donc a eu l'astuce de dire que c'était des Russes pro-ukrainiens qui étaient entrés avec des tanks et des véhicules blindés jusqu'à Belgorod. Donc ça, c'était l'astuce concernant le droit international pour dire que ce n'était pas par ordre de Kiev, mais que c'était des volontaires qui, tout seuls, de manière indépendante, avaient été en territoire russe. Alors pourquoi, je vous le dis tout de suite, Kiev ne revendique pas cette grande offensive dans l'oblast de Koursk? Parce que c'est totalement illégal et est considéré comme un acte terroriste, vu que aucune cible militaire n'est revendiquée. Donc, étant donné que uniquement des cibles civiles ont été touchées, légalement, c'est un acte terroriste, en plus dans un pays étranger, au niveau du droit international. Alors, même si Kiev, Zelensky ne revendique pas, on a quand même Podolyak, le conseiller de Zelensky, qui lui ne s'en est pas caché. Voilà. Mais tant que ce n'est pas revendiqué officiellement par le gouvernement ukrainien ni par Zelensky, il n'y a pas le cachet officiel. Donc c'est d'une immense hypocrisie. Une immense hypocrisie. Parce que là, le monde entier reconnaît que c'est bien l'Ukraine, le gouvernement ukrainien qui a fait cela. Donc ce n'est pas dit officiellement par Kiev, pour les raisons que je vous ai déjà dites, mais tout le monde reconnaît que c'est Kiev. Et même Podolyak donc a pris la parole pour dire que c'était bien l'Ukraine, donc Kiev, qui avait fait ça. Donc immense hypocrisie, même si tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien l'Ukraine, étant donné qu'il y a eu énormément de véhicules blindés ukrainiens d'utiliser et quand même quelques chars. Hein. Alors, on ne sait pas combien de chars au total a été utilisé, on sait juste que 7 ont été détruits d'après Valery Gerasimov. Bon, a priori, il n'y a pas de raison d'en douter. En tous les cas, silence
côté de Kiev. Donc on ne sait rien côté ukrainien par les Ukrainiens. Ils n'ont absolument rien dit. Et pour cause. Donc voilà, alors évidemment, on va en parler, on va dire, en profondeur, puisque ça va être la majorité de la vidéo, va être là-dessus. Mais nous allons voir aussi Robert Fico, qui a fait une déclaration au monde entier où il dit ce qu'il pense de cette guerre. Donc ça, c'est important à dire et à montrer surtout. Et enfin, nous avons les États-Unis qui ont déclaré que l'Ukraine pouvait frapper avec des armes américaines jusqu'à Belgorod, c'est-à-dire jusqu'à 35 km en profondeur sur territoire russe. Donc voilà, ça c'était les principaux sujets. Nous verrons aussi d'autres sujets divers comme d'habitude, et comme d'habitude aussi. Cette vidéo est en 3 parties, les informations générales qui seront suivies de la conclusion, et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Commençons. Alors on commence avec un article du New York Times du 8 août qui nous dit « L'avancée de l'Ukraine vers la Russie est un tournant surprenant dans la guerre. Le gouvernement local de la région russe de Kursk a déclaré l'état d'urgence alors que des analystes militaires rapportaient que les forces ukrainiennes avaient avancé de plusieurs kilomètres au-delà de la frontière. » Alors, on ne va pas tout lire, hein, juste ce qui est souligné en jaune. Des colonnes blindées ukrainiennes ont été filmées en train de se déplacer sur des routes jusqu'à 10 km à l'intérieur de la Russie. Mais cette attaque a laissé certains analystes militaires se demander pourquoi l'Ukraine consacrerait des ressources rares à un assaut risqué dans une nouvelle zone à un moment où elle livre des batailles acharnées pour conserver des positions sur son propre territoire. On ne sait pas encore si l'Ukraine cherchera à garder la zone. Quelle que soit la prochaine étape des forces ukrainiennes, l'attaque semble avoir repoussé les limites des attaques en Russie avec du matériel fourni par les Américains et a semé la confusion chez les Russes. Des véhicules blindés de fabrication américaine ont également été filmés en train d'exploser lors de contre-attaques russes. Alors ces blindés, c'est des blindés Striker principalement. L'objectif était de déplacer les combats et les soldats et armes russes sur le territoire russe et d'alléger la pression de l'offensive de Moscou dans l'est de l'Ukraine, a déclaré un haut responsable ukrainien. Il a demandé à ne pas être cité nommément, l'Ukraine n'ayant pas reconnu que ses soldats combattaient en Russie. Hypocrisie énorme. Là, vous voyez où ça se passe. Donc là, vous voyez l'oblast de Kursk, la ville, la très grande ville de Kursk ici. Et donc, ça s'est fait sur cette partie de la frontière russo-ukrainienne. Là, vous voyez le pointeur, ça s'est fait ici. Donc, les combats ont eu lieu ici, jusqu'à la ville de Soudja, qui comprend un complexe gazier et qui permet d'alimenter l'Europe, partie de l'Europe. Et d'ailleurs, à cause du fait que des soldats ukrainiens étaient dans ce complexe gazier, ça a fait augmenter les prix du gaz en Europe. Hein. Juste, je dis ça comme ça. Hein. Konrad Muzyka, analyste militaire chez Roshan Consulting en Pologne, a écrit dans Ukraine Conflict Monitor que l'Ukraine pourrait tirer profit d'une réduction des attaques russes dans la région de Donetsk et permettre à Kiev de maintenir une présence dans la région de Kursk, améliorant ainsi sa position de négociation. Mais l'Ukraine serait perdante si ses troupes étaient repoussées avec de lourdes pertes. C'est déjà le cas en réalité. Les analystes militaires se disent sceptiques quant à la possibilité que la Russie, qui dispose d'une armée et d'un arsenal d'armes bien plus important que l'Ukraine, soit obligée de détourner des forces de combat en Ukraine pour défendre sa frontière.
La Russie dispose de réserves de soldats conscrits qu'elle n'a pas le droit de déployer en Ukraine, mais qu'elle pourrait le faire sur son sol. Alors effectivement, d'ailleurs, ce que disent les médias internationaux, euh, oui, les Russes ont été un petit peu surpris de cette attaque, surtout par son ampleur, mais les forces russes étaient bien présentes pour protéger la frontière. Alors c'était un point faible, il y avait peu de forces, mais il y en avait. Hein, si les Russes ont perdu 2 hélicoptères et 2 chars là-bas, c'est bien parce qu'il y avait des forces russes là-bas. Surtout que la zone est survolée par des Sukhoi 25 russes. Donc il y avait des forces là-bas, au cas où, mais des forces trop petites face à cette attaque puissante ukrainienne. Alors pour la petite histoire, cela s'est fait avec l'aide des États-Unis qui ont renseigné l'Ukraine pour leur dire que ici il y avait un point faible qu'ils pouvaient exploiter pour faire une offensive. Évidemment, c'est un coup de communication uniquement, comme on le verra plus tard. L'Ukraine est restée pour l'essentiel silencieuse sur l'attaque, qui a commencé mardi. Le président Volodymyr Zelensky a semblé faire allusion à un objectif d'augmentation du coût de la guerre pour les Russes, sans pour autant reconnaître directement l'incursion ukrainienne dans un discours mercredi. Plus la pression sera exercée sur la Russie, l'agresseur qui a amené la guerre en Ukraine, plus la paix se rapproche. Alors, il n'a pas tort, mais pas comme on le croit. Parce que là, ça va obliger la Russie à être encore plus agressif et à être encore plus puissant dans ses attaques en prenant toujours moins de gants. Et donc, oui, ça va rapprocher à la paix dans le sens que là, ça va pousser la Russie à faire encore plus d'attaques et de manière toujours plus forte. Donc oui, il n'a pas tort, ça va rapprocher vers la paix. Ça c'est vrai. Alors, on lit aussi l'incursion dans la région de Koursk et la troisième attaque terrestre ukrainienne d'importance sur le territoire russe depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a plus de 2 ans. Alors là, c'est une petite phrase qui n'a l'air de rien, mais qui en dit très long. Vous voyez que le New York Times dit que c'est la troisième attaque terrestre ukrainienne d'importance, alors que Kiev avait dit que les 2 premières attaques étaient faites par des Russes pro-ukrainiens, hein, qui combattent pour la liberté de la patrie russe, soi-disant. Alors bien évidemment, dès le début, la Russie avait dit que c'était des combattants ukrainiens, simplement qui, devant les caméras, disaient qu'ils étaient russes pro-ukrainiens. Hein, voilà, c'est là. Mais les Russes avaient bien dit dès le départ que c'était des soldats ukrainiens, bien évidemment. Hein. C'est pas une milice russe qui, comme par hasard, est partie de Kiev avec des chars d'assaut et des véhicules blindés. Il les aurait eu où cette milice russe, venant de Russie, aurait pu avoir des chars et des véhicules blindés américains en plus. Donc c'était, vous voyez un peu on est tellement dans l'hypocrisie que c'est plus que de la caricature, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Alors là, le New York Times, là en disant la troisième attaque terrestre ukrainienne, met dans l'eau voilà, les 2 premières attaques qui étaient soi-disant faites par des Russes pro-ukrainiens. Voilà, donc là au moins c'est très clair. Dimitri Kuznets, analyse de la guerre pour Medusa, un média d'information russe indépendant basé en Lettonie, a déclaré que l'armée ukrainienne avait clairement trouvé une faille dans les défenses russes et pris au dépourvu des troupes peu nombreuses et mal équipées. Ça c'est vrai. C'est vrai, en fait c'est des conscrits russes qui gardaient la frontière. Il y avait très peu de troupes russes, mais il y en avait, comme je viens de vous le dire. Sinon, ils n'auraient pas perdu, dès le premier jour, 2 hélicoptères et 2 chars d'assaut, les Russes.
L'administration de M. Zelensky a fait son premier commentaire sur l'incursion jeudi dans une déclaration d'un conseiller principal qui n'a reconnu aucun rôle ukrainien, mais a décrit les Russes comme soutenant collectivement l'invasion de M. Poutine. Donc là, l'administration Zelensky, on le répète plusieurs fois dans cet article, qu'ils ne reconnaissent pas leur rôle dans cette attaque, ce qui est complètement terrible à dire, parce que terrible dans le sens, encore une fois, on prend les gens vraiment pour des imbéciles. On est dans l'hypocrisie la plus totale. Voilà. Donc il dit, quoi, ce conseiller principal, il dit que, mais a décrit les Russes comme soutenant collectivement l'invasion de M. Poutine, signalant que l'intention n'était pas d'affecter le moral à l'intérieur de la Russie. Donc là, l'Ukraine dit clairement que c'est pour un but purement militaire et non pas pour dégrader le moral des Russes en Russie. Le conseiller Mikhailo Podolyak a déclaré que les Russes n'allaient pas sortir avec des fleurs pour saluer les chars anti-Poutine, donc l'offensive ukrainienne, et a noté qu'1 million de Russes s'étaient portés volontaires pour servir dans l'armée du pays. Ah bah là, dans les médias occidentaux, on nous dit qu'il y a beaucoup de Russes qui sont contre l'invasion russe en Ukraine, et là, le conseiller de Zelensky nous dit qu'il a noté qu'1 million de Russes s'étaient portés volontaires pour servir dans l'armée du pays. Bon, bref, tout ça, c'est le gouvernement ukrainien qui indirectement reconnaît que la majorité du peuple russe est derrière Poutine. Donc, encore une fois, pour souligner que cette attaque est une attaque à des buts militaires, hein, et non pas pour saper le moral russe. Des photos et des vidéos publiées en ligne et vérifiées par des analystes militaires indépendants suggèrent que les forces ukrainiennes ont envahi une station de comptage russe pour un gaz, c'est la mauvaise traduction, pour un gazoduc exportant du gaz naturel vers l'Europe à travers l'Ukraine. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Qui était resté actif malgré la guerre. Donc c'est un tuyau qui va de la Russie, qui passe par l'Ukraine, qui remonte donc vers l'oblast de Kursk et qui alimente une partie de l'Europe. Gazprom, la compagnie gazière russe, a déclaré aux médias russes que les flux avaient légèrement diminué. En Europe, les prix du gaz naturel ont augmenté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article du New York Times qui nous en apprend quand même beaucoup et qui éclaircit beaucoup les choses. Maintenant, on va regarder le rapport de Valery Gerasimov lors d'un conseil de sécurité où on voit Sergei Shoigu, Belouzov et Vladimir Poutine. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Судженского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Operation будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Alors là, je vous mets les derniers chiffres que j'ai pu avoir qui datent du 9 août. Et avant que je vous donne les chiffres, la chose intéressante à noter, c'est qu'il n'y a aucun chiffre qui est donné par le ministère de la Défense russe
ni du ministère de la Défense ukrainien, donc des deux côtés. Quant aux morts russes, on n'a aucune nouvelle. Alors moi, d'après les rapports de blogueurs russes que j'ai lus, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, je vous donne l'info, après vous en faites ce que vous voulez. Il y aurait eu entre 5 et 10 morts russes. Voilà. À confirmer, nous verrons. Bon, pour le reste, c'est beaucoup plus clair, puisque donc là c'est noté dans ma source qu'il y a eu pratiquement aucune perte russe. Mais bon, après, il faut attendre, le temps nous dira la vérité quant aux pertes de soldats russes. Maintenant, le ministère de la Défense a fait une mise à jour et il y aurait maintenant 660 soldats ukrainiens qui auraient été arrêtés, entre guillemets. Donc là, ça inclut les morts et les blessés. 82 véhicules blindés arrêtés, donc détruits ou endommagés, en tous les cas immobilisés. Alors attention, c'est pas que de la destruction tout ça, hein. Ainsi que 8 tanks. Donc 8 tanks immobilisés, endommagés, détruits, tout est compris dedans, là, dans les 8 tanks. Et donc 12 véhicules blindés de transport, ainsi que 6 petits véhicules de transport de troupes, des petits non blindés cette fois. Donc ça fait beaucoup. Alors je vous rappelle qu'au 7 août, Gerasimov avait dit 315 soldats ukrainiens donc immobilisés, donc 100 morts et 215 blessés. Donc au lieu de 315, on passe à 660. Il avait dit lors de la vidéo 54 véhicules blindés immobilisés, on passe à 82, et le reste c'est de l'information supplémentaire. Ah pardon, et aussi là maintenant on passe à 8 tanks. Alors quand il a fait son intervention c'était 7 tanks. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la mise à jour des derniers chiffres. Donc là on a une de mes sources importantes, Simplicus the Thinker, un analyste militaire américain qui nous dit: le fait que les forces ukrainiennes s'en prennent sans discernement aux civils de la région est d'autant plus frappant. Hier, ils ont tué une vieille femme dans son appartement avec un drone dans un cas manifeste de meurtre délibéré de civils. Aujourd'hui, de nouveaux drones ont percuté une voiture avec des enfants ainsi qu'une ambulance près de la région de Kursk, tuant un médecin et un autre homme. Là, la voiture avec des enfants, il y avait 3 fillettes. Il y en a une qui a été gravement blessée et les 2 autres ont été simplement blessées. Il s'agit évidemment d'un choix et d'une conception, l'objectif secondaire étant clairement de semer le mécontentement au sein de la population afin de déstabiliser l'autorité de Poutine. Donc on va voir l'attaque de ce drone dans un appartement qui a été filmé par des Russes. Vous voyez le drone qui va entrer par la fenêtre et exploser. Alors là, on va regarder un article de DPA International qui nous dit: le président ukrainien Zelensky estime que la Russie doit ressentir la guerre. Vous notez que là, on ne nous dit pas qu'il y aurait un avantage tactique, une stratégie militaire, une avancée qui permettrait à l'avenir de permettre ceci ou cela d'un point de vue militaire. Non, là, c'est la Russie doit ressentir la guerre. Alors, dans ce sens, la Russie doit subir des pertes au niveau civil, puisque dans l'oblast de Kursk, et même dans l'oblast à côté de Belgorod, il n'y a aucune base militaire. Alors, il y a des forces militaires russes, mais il n'y a aucun bâtiment militaire. Il n'y a pas de base militaire, il n'y a rien. Il n'y a pas de cible militaire. Encore une fois, il y a des soldats, mais il n'y a aucune cible militaire. Voilà. Et là, doit ressentir la guerre, bah oui, dans le sens faire des pertes civiles. Voilà, parce qu'il n'y a que des cibles civiles là-bas. Donc, ça, c'était le petit premier point que je voulais vous montrer. Alors là, on a un article de Foreign Policy, donc un média américain sur la politique étrangère, et qui nous dit: l'invasion de la Russie par l'Ukraine pourrait mettre un terme plus rapide à la guerre.
L'un des objectifs de cette percée surprise pourrait être de permettre à Kiev d'obtenir un poids dans les négociations. Alors cette logique est très bizarre parce que on a Zelensky qui pense que ça va lui donner du poids pour négocier avec Vladimir Poutine. Logique extrêmement bizarre. En effet, on a une force d'environ 1000 hommes avec beaucoup de véhicules blindés, beaucoup de chars, et si l'on en croit le ministre de la Défense russe, c'est déjà un fiasco, avec énormément de morts et de destruction matérielle côté ukrainien. Et beaucoup, dont par exemple Forbes, pensent que c'est complètement inutile et que c'est une attaque vaine. D'ailleurs, c'est le cas. Donc, cette attaque est déjà repoussée et en plus, bien entendu, ils vont tous se faire tuer, à moins qu'il y en ait qui fuient. Mais cela ne peut se finir que par une catastrophe. Et en plus, cette offensive a fait 5 morts civiles, dont plus de 50 blessés. Alors maintenant, en quoi cela va donner du poids à Kiev pour des négociations? Mettez-vous à la place de Vladimir Poutine. Vous pensez qu'après cette incursion en Russie, incursion totalement terroriste, faite par l'armée régulière ukrainienne, en quoi ça va pousser Vladimir Poutine, ne serait-ce qu'à faire des négociations? Là maintenant, Vladimir Poutine, en toute logique, il doit être en colère. Il va rejeter toute négociation, donc il n'y aura même pas de négociation. Ça va le rendre, en toute logique, plus agressif. Donc, en toute logique aussi, si on va jusqu'au bout, là, il va se dire, bon, il y en a marre, maintenant, je vais prendre tous les oblasts russophones que je voulais prendre. Là, l'Ukraine, visiblement, veut pas vraiment négocier. Quelqu'un qui veut négocier fait pas une incursion terroriste en Russie, en plus. C'est pas comme ça qu'on démarre une négociation. Pour démarrer une négociation, on essaye de calmer le jeu et non pas de jeter l'huile sur le feu. Donc la logique est totalement inversée ici. Donc là, Zelensky, je ne comprends pas ce qui lui a pris s'il voulait des négociations. Il a fait strictement le contraire pour avoir des négociations. Attention, c'est peut-être un jeu fait exprès par Zelensky, justement pour qu'il n'y ait pas de négociations, pour torpiller les négociations. Donc c'est peut-être un fait voulu. Peut-être que cette offensive est volontaire pour torpiller toute négociation afin de continuer la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens. On ne sait pas, mais c'est une possibilité qui me semble très probable, me concerne. Alors là, on va regarder un article de DPA International qui nous dit l'UE considère l'incursion ukrainienne dans la base russe de Koursk comme une légitime défense. Alors c'est Joseph Borrell qui dit ça. Alors, première chose qui m'a choqué quand j'ai vu le titre, et pourtant ça vient de DPA International, soi-disant un journal sérieux. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Incursion ukrainienne dans la base russe de Koursk. Alors, il considère tout l'oblast de Koursk comme une base russe. C'est un mensonge éhonté et ça décrédibilise complètement DPA International. Il n'y a aucune cible militaire russe dans l'oblast de Koursk, ni même à Belgorod. Bref, ensuite comme une légitime défense. Ah, d'accord, et là je vais digresser 2 minutes. Mais alors, Joseph Borrell, pourquoi il ne critique pas Israël dans le conflit israélo-palestinien? Parce qu'après tout, Israël a occupé la Cisjordanie et Gaza, donc c'est une force ennemie, et le Hamas a tous les droits de se battre comme légitime défense en Israël, à Tel Aviv par exemple. Ils auraient tous les droits dans ces cas-là aussi. Et donc de tuer des civils.
comme le fait Kiev depuis fin 2014, de manière massive et en toute impunité, sans que personne ne dise rien. Et en plus, son propre peuple. On parle de Kiev qui tue son propre peuple depuis fin 2014. Entre fin 2014 et début 2022, Kiev a fait 16 000 morts dans le Donbass. Quand même, je le rappelle comme ça. Son propre peuple. Et pourtant, on dit que Bachar el-Assad a gazé son propre peuple, qu'il aurait tué 1000 ou 2000 personnes, quelque chose comme ça, et on le traite de tyran sanguinaire. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire du gouvernement de Kiev? Vous voyez le deux poids, deux mesures? Et en plus, un petit détail que je rappelle comme ça, c'est que cerise sur le gâteau, le Hamas n'est même pas considéré comme une organisation terroriste. En plus, officiellement, hein, très officiellement même, je vais vous montrer. Donc évidemment, faire passer le Hamas pour une organisation terroriste, ça permet de légitimer quelque peu ce que fait Israël à Gaza. Mais le problème, et je vais vous montrer, c'est ça. Donc là, un haut responsable de l'ONU affirme que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, ce qui déclenche une réaction violente de la part d'Israël. Voilà, c'est le secrétaire général adjoint aux Nations Unies aux affaires humanitaires. Voilà, c'est lui qui... Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Fox News, l'ONU ne considère toujours pas le Hamas comme un groupe terroriste malgré des attaques meurtrières. Voilà. L'administration Trump, c'était en 2018, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste en 2018. Et ça date du 13 octobre 2023. Et sachant que l'attaque du Hamas en Israël, c'est le 7 octobre. Donc malgré 9 jours plus tard, l'ONU n'a toujours pas considéré le Hamas comme une organisation terroriste. Là, c'était il y a 10 mois, l'ONU ne considère toujours pas le Hamas comme un groupe terroriste malgré des attaques meurtrières. Là, on a la BBC qui se justifie. Pourquoi la BBC ne qualifie pas les militants du Hamas de terroristes? Et donc là, il y a ce chroniqueur de la BBC qui explique pourquoi la BBC se refuse à appeler les gars du Hamas, les soldats du Hamas, des terroristes. Voilà. Bon, bref, ça c'est pour vous dire que Joseph Borrell dit cela, mais en attendant, officiellement, il y a eu un vote de l'ONU des 193 pays, et à part donc une poignée de pays, occidentaux majoritairement, d'Europe et d'Amérique du Nord, la très très grande majorité des pays ont voté et ont considéré le Hamas comme un groupe politique et non pas un groupe terroriste, malgré le 7 octobre. Alors, deux poids, deux mesures. Là, maintenant, on nous dit que les Ukrainiens font une légitime défense en attaquant les civils de la Russie. C'est de la légitime défense. Donc, voilà. Deux poids, deux mesures, quand même assez important et qui était à souligner. Ici, un article de Forbes qui date du 6 août, donc au moment de la grande offensive ukrainienne dans le nord, dans l'oblast de Koursk. Et que dit Forbes? Des troupes russes pro-ukrainiennes à bord de véhicules Stryker de fabrication américaine viennent de lancer une invasion inutile de la Russie. Pendant ce temps, les défenses ukrainiennes s'effondrent par manque de main-d'œuvre. Qui a autorisé l'attaque transfrontalière inutile de la Légion Liberté de Russie? Alors là, il y a deux choses qu'il faut noter. La première chose, c'est que Forbes est le seul journal, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, parce que je ne lis pas tous les journaux, c'est le seul média tout confondu, c'est-à-dire journaux internet et les journaux que l'on voit à la télévision, peu importe la chaîne. C'est le seul média que j'ai vu qui disait que c'était des troupes russes pro-ukrainiennes de la Légion Liberté de Russie.
C'est-à-dire un peu comme la première attaque sur Belgorod, où on nous disait que c'était des Russes pro-ukrainiens de la Légion de la Liberté. Alors que tous les autres médias, et ils insistent, hein, tous les autres médias, là j'ai regardé LCI encore, ils insistent pour dire attention, là ce n'est pas des troupes russes pro-ukrainiennes, mais c'est bien des soldats du gouvernement ukrainien, de l'armée régulière ukrainienne. Et sur LCI, ils ont insisté. Mais les autres médias aussi hein, disent la même chose, c'est-à-dire que c'est bien l'armée régulière ukrainienne. Voilà, bon, ce qui cause problème, c'est que le fait, c'est que non seulement il y a des Strikers, des véhicules blindés Striker, mais il y a aussi des Bradley et il y a aussi des Marder, donc des véhicules blindés allemands. Donc il y a des véhicules américains et des véhicules allemands. Bon, bref, ça c'est une autre histoire qui pose problème en termes juridiques internationaux au niveau militaire, mais c'est un autre sujet. Donc ça, première chose, c'est que la Forbes, malgré que là il lance un pic énorme à Kiev, il balance quand même que c'est des troupes russes. Alors c'est peut-être pour compenser. Peut-être pour compenser. Donc là, il mente ouvertement pour compenser peut-être ce que le gars dit, qui s'appelle David Axe, pour compenser ce qu'il dit. Peut-être. Mais ça me semble logique. Parce que là, quand même, viennent de lancer une invasion inutile de la Russie. Et pendant ce temps, les défenses ukrainiennes s'effondrent par manque de main-d'œuvre. Alors c'est énorme quand même, hein, c'est énorme. Donc là, on apprend ce que je vous disais. Hein, ils ont détruit deux chars T-62, des T-62M exactement. Et ils ont abattu un hélicoptère K-52, mais aussi, bon là c'est pas dit, mais ils ont abattu, pas détruit, mais abattu un Mi-28. Bon, bref, en hélicoptère. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire? L'Ukraine aurait pu renforcer sa position sur le front plus tôt, en réduisant les pertes territoriales, en mobilisant davantage de troupes. Une réalité indéniable, a ajouté Askola. Alors Askola, c'est l'analyste militaire, voilà, a écrit Johnny Askola, c'est un analyste finlandais. Voilà, c'est l'analyste finlandais. De plus, de nombreuses unités manquent d'infanterie et l'Ukraine manque d'unités au front et en réserve. Dans ce contexte, il est impardonnable pour un commandant ukrainien ou pro-ukrainien de gaspiller des vies dans un raid qui, au mieux, n'a qu'une valeur de propagande éphémère. Ça fait mal hein, quand même comme terme dans Forbes, grand journal américain. Ces centaines de légionnaires devraient se défendre à l'est au lieu de s'aventurer dans le nord. Donc il veut dire dans le Donbass, là où ça chauffe. Donc là c'est fort quand même. Hein. C'est étonnant même de fort, parce que là c'est presque une trahison à ce niveau-là. Hein. Bref, donc c'était à souligner. Alors que peut-on dire en conclusion concernant cette offensive? Eh bien là vous voyez une carte de l'ISW, qui montre que déjà les forces ukrainiennes ont été bien au-delà des 10 km que disait le New York Times. Et on peut voir qu'il y a des combats dans toute cette zone, d'après l'ISW, attention. Et là, de manière plus globale, ça donne ici. La zone de front est là, donc bien plus à l'est. Là, c'est au nord de Kharkov, c'est ce qu'on appelle le front nord ici. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus au nord-ouest. Alors concernant cette carte de l'ISW, on peut voir qu'il y a une grande dispersion des forces ukrainiennes. Mais attention, ça c'est au 8 août. On est le 10 août. Ça a évolué puisqu'il y a eu beaucoup plus de destruction humaine et de véhicules blindés qu'au 8 août. À signaler. Alors, que peut-on dire? Eh bien, effectivement, les Ukrainiens ont fait une offensive importante, avec environ 1000 hommes, avec un nombre de véhicules blindés et de tanks inconnus. On sait juste combien de véhicules blindés
et de tanks ont été détruits par les Russes, si l'on en croit le ministère de la Défense russe, puisque les derniers chiffres donnés, c'est 82 véhicules blindés immobilisés ou détruits, c'est 8 chars immobilisés ou détruits, et c'est 660 soldats ukrainiens blessés ou morts. Donc, sachant que 660 sur environ 1000. Et je rappelle en passant que cette grande offensive ukrainienne, même si elle était très bien préparée, avec beaucoup de drones qui ont été envoyés, du brouillage électronique, justement pour gêner, voire même carrément désactiver des drones de surveillance russes. Et ça a pas mal fonctionné d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de drones qui ont été aveuglés, voire même tombés par terre, hein, côté russe. Donc ils ont bien travaillé, ils ont bien préparé leur coup. Mais comment voulez-vous que de toute manière ça fonctionne, puisqu'il n'y a toujours aucun appui aérien? Et qu'en plus de tout ça, il n'y a aucun appui d'artillerie. Alors combiner ça, aucun appui d'artillerie, aucun appui aérien, cela n'avait aucune chance. Ajoutez à cela enfin une force bien trop petite. On parle d'environ 1000 hommes, on parle d'environ 90 véhicules blindés, on parle de 10 tanks. Comment voulez-vous faire une grande offensive avec ça? C'est bien, ils ont pénétré un petit peu, au maximum d'aller, on va dire, de 25 km. Mais ils vont pas pouvoir tenir quoi que ce soit, bien évidemment. Donc c'était à rappeler. Alors, si l'on en croit les derniers chiffres russes, c'est une véritable catastrophe, cette grande offensive ukrainienne. Alors maintenant, comment on peut voir tout cela? Alors, tout d'abord, oui, effectivement, les Ukrainiens, vu qu'ils n'arrivent pas sur le front à faire quoi que ce soit et ne font que reculer, ils ont été là où c'est le plus faible. Et effectivement, cet endroit-là était très peu gardé. Alors moi, aux dernières nouvelles, les Ukrainiens ont eu des informations concernant la faiblesse par le MI6 et par les services américains. Alors on laisse entendre qu'il y a aussi des services de renseignement français et allemands qui ont aidé. Mais bon, bref, le fait qu'il y ait les Anglais et les Américains, ça c'est la base de la base. Ça paraît tout à fait normal. Donc on leur a dit, regardez, allez là, faites une offensive ici. Là, ici, c'est le ventre mou de la Russie. C'est là où c'est le plus faible. Vous pouvez faire un petit coup de com', comme ils le font d'habitude sur le Dniepr dans l'oblast de Kherson plus au sud. Ça peut être ça. Ça peut être aussi ce que les Ukrainiens disent. Zelensky dit ça rapproche comme ça des négociations. C'est-à-dire ça va vers la paix. Ça, c'est les mots de Zelensky. Hein. Donc, bon, très bien. Alors oui, dans le sens que... alors ça, c'est comment moi je le vois. La réalité des choses, c'est que là, ça a été un fiasco. Un total fiasco même. Et il ne pouvait en être autrement. Alors pourquoi un fiasco? Je vais vous en parler juste après. Donc ça rapproche vers la paix. Pourquoi? Bah oui, là c'était en gros les dernières forces, ou parmi les dernières, peut-être qu'ils vont encore faire encore un assaut. Je ne le sais pas. Mais moi, d'après tous les rapports que je lis, ukrainiens, c'était un peu le grattage de fond de tiroir, là, ce qui a été envoyé. Et c'est pas les meilleurs qu'on a envoyés non plus. Donc ça, ce sont apparemment des nouvelles recrues. Et donc, pour faire un coup comme ça, comme je vous l'ai dit, un coup de com'. Alors, effectivement, la Zelensky pourra dire, ah bah écoutez, là on n'a plus rien, c'est terminé. Et là, il met sa population dos au mur en disant, ça y est, on n'a plus de réserve, on n'a plus rien. Maintenant, on va être obligé de négocier.
Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit la semaine dernière sur le fait qu'il va falloir céder les oblasts à la Russie. Donc Zelensky peut dire ça. Il peut dire, bah, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on va peut-être devoir céder des territoires à la Russie. Mais ce ne sera pas à moi de décider, ce sera à vous le peuple. Alors il pourra dire ça. Donc là il dit, ah bah regardez, moi j'ai tenté le tout pour le tout et ça a échoué. Donc maintenant, vous le peuple, à vous de décider. Est-ce que vous voulez continuer malgré tout, sachant qu'on va se faire obligatoirement écraser, ou est-ce que vous voulez négocier? Et donc ça veut dire céder des territoires à la Russie. Ça peut être une hypothèse, qui est à mon avis la meilleure. Mais ça ne reste qu'une hypothèse. Voilà. Alors maintenant, techniquement, militairement, comment cela fut possible? Eh bien, encore une fois, c'était la partie la plus fragile. On peut même pas dire du front, parce que est-ce qu'on peut considérer... alors, je vous montre une autre carte. Est-ce qu'on peut considérer cela comme le front? Voilà. Est-ce qu'on peut considérer tout ça comme un front? Non, c'est pas ce qu'on dit depuis le début de la guerre. Nous, on dit que c'est tout ça le front. Et puis ça s'est étendu jusqu'à ce nouveau front au nord de Kharkov. Mais c'est tout ça le front. On parle de 1000 km. Là, on n'est plus à 1000 km, on a beaucoup plus que ça. Hein? Donc voilà. Là, voilà, là c'est l'oblast de Koursk. C'est tout ça. Hein, je vous remontre, voilà, là, l'oblast de Koursk. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme le front? Je ne le sais pas. Donc, les Russes ont quand même mis des forces de surveillance. Donc, il y a des conscrits gardes-frontières, il y a des soldats, bien entendu, et il y avait des chars, il y avait des hélicoptères de combat. D'où le fait que les Russes aient perdu 2 hélicoptères de combat, un Ka-52 et un Mi-28. Et ils ont perdu 2 T-62M, c'est-à-dire des T-62 modernisés. Le M, ça veut dire modernisé. Donc voilà. Donc il y avait des forces. On ne peut pas dire que les Russes étaient pris par surprise, vraiment. Puisqu'ils prévoyaient que les forces ukrainiennes pouvaient attaquer ici. Mais par contre, évidemment, ils n'avaient pas prévu qu'ils enverraient autant de forces. Et moi, d'après d'autres rapports ukrainiens que j'ai lus, eh bien, pour rendre cette opération possible, eh bien, j'ai lu, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais ça vient de soldats ukrainiens, j'ai lu qu'ils avaient pris des forces d'ici, du Donbass, et d'ici de Kharkov, pour pouvoir faire cette offensive. Alors des forces en tanks, en véhicules blindés et en hommes. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Et ce qui expliquerait le prochain article qu'on va regarder de The Economist, qui nous montre un état de sous-équipement et le fait qu'il soit en sous-effectif, mais de manière complètement hallucinante sur certaines régions du front, eh bien ça expliquerait aussi cela. Je vais vous montrer l'article juste après, mais je vais finir. Donc après, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est celle que je vous ai dite, c'est-à-dire Zelensky qui dit ah bah ça va rapprocher de la paix et des négociations à cause de la première hypothèse que j'ai dite. Ça peut être aussi simplement un coup de com', hein, juste une opération comme ça, mais cette fois vraiment sérieux, en se disant bon bah si on arrive à percer, tant mieux. De toute manière, ça ne peut pas aller plus loin parce que évidemment il y a énormément de forces russes et comme on l'a vu dans un article précédemment, reconnu par le gouvernement ukrainien, hein, reconnu par le gouvernement ukrainien. Donc vous imaginez bien que ces forces vont arriver et très rapidement, certainement par le gros par hélicoptère de transport de troupes, et puis peut-être même par avion, par camion, etc. Mais voilà. Et puis n'oublions pas que bah, les Russes
Ben, pas très loin, ils ont de l'artillerie, ils ont énormément de drones, ils ont des Sukhoi 25, des avions de combat, ils ont des hélicoptères de combat, ils ont des chars, voilà. Donc, de toute manière, encore une fois, si on en croit le ministère de la Défense russe, déjà, en gros, les Ukrainiens ont perdu énormément de leur effectif, que cela soit humain ou mécanisé. Donc, de toute manière, là, ça ne pouvait pas aboutir. Alors maintenant, dans les médias, on nous dit ah oui, mais ça va obliger les Russes à prendre des troupes ailleurs sur le front, ici, et de les amener là. Non, même les Ukrainiens disent que même les Ukrainiens, Kiev dit qu'ils ont assez d'hommes. Voilà. Donc, et en plus, c'est ce que je vous ai dit déjà hein, dans cette vidéo précédemment. Donc, aucun, aucun intérêt. Cette attaque n'a aucun intérêt. Écoutez, souvenez-vous plutôt ce qu'a dit Forbes. Forbes a bien dit que c'était une attaque inutile, qui n'avait aucun sens. N'oublions pas ce soldat hein, qui a fait un post ukrainien, ce soldat ukrainien, qui a dit que ce coup-là était à la limite de la débilité mentale. Alors évidemment, c'est pas de la débilité mentale, c'est pour montrer que l'Ukraine peut encore faire un dernier coup. Alors ça peut être vu aussi, ça c'est encore une autre hypothèse, comme un dernier coup, les derniers spasmes du cadavre qui va totalement mourir. Ça peut être un dernier spasme, un dernier coup. Mais dans tous les cas, ça n'avait aucune chance de réussir ou d'affaiblir la Russie. Oui, ça met un petit coup de panique. Oui, la Russie n'était pas préparée à une telle attaque. Oui, la Russie avait des faiblesses dans cette zone-là, bien sûr, mais il n'avait jamais été question de renforcer complètement cette zone-là. Alors oui, les Russes auraient pu construire des lignes de Soulovikine, etc. Oui, ils auraient pu faire ci, ils auraient pu faire ça. Et avec des si, on peut faire énormément de choses. Mais les Russes n'ont pas des moyens illimités comme on le dit dans les médias. Les Russes ont tout mis dans le Donbass, c'est vrai. Leur gros de la force, c'est là-bas. C'est sûr aussi dans le nord de Kharkov. Là, voilà où ils ont mis leur force. Hein? Regardons la carte. Les Russes ont mis les forces ici. Hein? Les épingles rouges, c'est leur avancée de la semaine dernière. Donc les Russes mettent le paquet, ils mettent le paquet ici et un peu ici. Mais ici, non. Donc forcément, on ne peut pas mettre 500 000 troupes ici, 500 000 troupes là, 500 000 troupes là, et 500 000 troupes là, et 500 000 troupes là. Hein. Donc ça, évidemment, les médias aiment bien mépriser et dénigrer les forces russes, mais la réalité du terrain, c'est qu'on ne peut pas mettre tout partout. C'est pas possible. Et tout le monde le sait bien, même les journalistes sur LCI ou BFM le savent. Hein, mais ça fait partie de la propagande occidentale. Donc là, ils se font complètement écraser, et ça ne pouvait pas être autrement. Et là, qu'est-ce que vont faire les Russes en urgence? Eh bien, ils vont appeler les hélicoptères de combat de la région. Faut pas oublier que la région de Belgorod, elle, par contre, il y a beaucoup de soldats, beaucoup de véhicules blindés, il y a pas mal de tanks, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à Belgorod? Ils vont aller vers Souja, bien sûr, hein, voilà, et qui est juste à côté. Et parce que là, il y a beaucoup de forces armées. Ouais, là, il y a beaucoup de forces armées. Donc, il n'y a pas besoin de dégarnir les forces ici du Donbass. Il n'y a pas besoin. Donc, ils n'avaient aucune chance à la base. C'est complètement ridicule. Comme le dit encore une fois l'article de Forbes. Voilà, tout simplement. Et j'en arrête là. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce coup. Donc voici l'article de The Economist dont je vous avais dit que je vous parlerai. Donc ça nous dit: l'offensive sanglante de la Russie cet été fait du tort à l'Ukraine. Les troupes du Kremlin progressent dans la région du Donbass.
Ça date du 6 août. Alors évidemment, ça a été mis en page le 6 août, mais avec les informations du 5, donc ils n'étaient pas encore au courant de l'offensive. Mais là, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire Artem, donc c'est un soldat ukrainien, se souvient avoir vu peut-être 200 sacs abandonnés avec des noms de famille dans un bunker avancé. Se rendre sur les positions n'est qu'une partie de l'histoire. Une fois dans les terriers croûtés qui constituent la ligne de front, il faut faire face à ce que certains soldats appellent la vinaigrette, une salade de betteraves rouges ou un mélange putride de métal, de détritus, de branches, de sang et de restes humains. Il est impossible de tenir les positions car il y a tellement de morts et personne ne récupère les corps. Ah ouais? Moi je pensais en lisant les médias occidentaux que les Ukrainiens faisaient tellement de morts côté russe et que eux avaient tellement moins de morts que les Russes que normalement cette image-là ne devrait pas être possible d'après ce qu'on entend dans les médias. Bon, évidemment, je rigole en disant ça. Donc vous voyez un peu cette image absolument tragique de ce qu'est la réalité du terrain côté ukrainien. C'est ça la réalité tragique. C'est absolument horrible et c'est comme ça, malheureusement. Là, on peut lire un commandant de la 24e brigade récemment transféré de New York à Chassiviar, deux des secteurs les plus chauds du front, dit que les bataillons de sa brigade se battent désormais avec seulement 20 hommes en position, soit moins qu'un peloton. Il demande à rester anonyme pour exprimer pleinement son angoisse. « Appelez-moi Sierski, plaisante-t-il, sa voix teintée de colère envers Oleksandr Sierski, le commandant en chef de l'Ukraine. Le commandant de la 24e brigade, Sierski, explique que sa brigade, qui utilise principalement des armes soviétiques désormais rares, est rationnée à 2 à 6 obus par jour pour 8 canons. Pour 8 canons, 2 à 6 obus par jour pour 8 canons. Résultat, environ 15 victimes par jour de combat dans la brigade. C'est de la folie. Nous combattons avec des cuisiniers, des électriciens et des mécaniciens. Alors là, deux choses. Là, vous notez que du fait qu'il est rationné 2 à 6 obus pour 8 canons, là, l'article dit résultat, c'est le commandant qui dit ça de cette 24e brigade qui a le même nom que Sierski, son grand chef. Ça, c'est une coïncidence. Bref, ce commandant de la 24e brigade dit que le résultat, du fait du manque d'obus, c'est 15 victimes par jour. Donc, qu'est-ce que je vous dis depuis plus d'un an et demi au minimum? Je vous avais dit que le nombre d'obus tirés par jour, c'est ce qui donnait le nombre de victimes. Donc là, vous voyez, là, on est bon, là. C'est ça. Moi, je vous disais que, étant donné que les Russes tirent environ 7, 8, 10 obus, 10 fois plus d'obus par jour en moyenne, ça dépend du front, bien sûr, eh bien, ils font 5, 6, 8, 10 fois plus de victimes côté ukrainien. Et là, vous voyez, ce commandant Sielski abonde dans mon sens, puisqu'il dit, voilà, j'ai que 2 à 6 obus par jour pour 8 canons. Résultat, environ 15 victimes par jour de combat dans la brigade. Et c'est de la folie. Et en plus, là, on rajoute des cuisiniers, des électriciens et des mécaniciens pour dire qu'on envoie n'importe qui sur le front. Des gens à peine formés. Parce que c'est ça que ça veut dire. Je vais le dire très franchement. Même le problème du transit ukrainien du pétrole russe ne peut changer notre attitude envers la guerre en Ukraine. Il faut y mettre fin par un cessez-le-feu immédiat, et non la prolonger artificiellement dans le but irréaliste de mettre la Russie à genoux et dans le but réel de remplir davantage les poches des marchands d'armes. La guerre se terminera un jour, et le gouvernement que je dirige rejette la politique d'un nouveau rideau de fer entre la Russie et l'Union européenne. L'Union européenne, si elle veut se libérer de la domination totale des États-Unis, devra envisager des formes de coopération avec la Fédération de Russie,
qui devrait inclure une coopération dans le domaine des matières premières stratégiques. Là, un article de Tagesspiegel qui nous dit « Experts militaires sur la situation dans la guerre en Ukraine. Les négociations de paix ne sont que de la pure spéculation de la part des diplomates à la table de la bière. » Gustav Gressel évalue la situation actuelle en Ukraine. Sur le champ de bataille, le diable se cache dans les détails et les conditions pour des négociations ne sont pas réunies. Les dirigeants ukrainiens compliquent la situation en plaçant les soldats nouvellement mobilisés dans de nouvelles brigades au lieu de les ajouter à celles existantes. Pourquoi est-ce un problème du point de vue de l'expert? Parce que les hommes épuisés dans leurs unités réduites au front ne sentent pas du tout que des renforts arrivent, et aussi parce que les remplacer par de nouvelles brigades ne fonctionne pas bien dans la pratique. Il y a tout simplement un manque de personnel, de gestion appropriée pour les nouvelles unités. Donc tout ça est bien problématique, puisqu'évidemment ça veut dire que les hommes épuisés sur le front ne sont pas remplacés. C'est un gros problème. C'est lui, Gustav Gressel, expert de l'Europe de l'Est. Mais là aussi, du point de vue de Gressel, la coalition occidentale a mis trop de temps. Il a fallu 6 mois à Washington pour convaincre Biden d'autoriser les Européens à livrer de vieux F-16 à l'Ukraine. Et oui, donc bien sûr, les F-16 livrés, en plus, sont de vieilles F-16. Alors maintenant, quel est leur niveau de mise à jour? Je ne le sais pas, mais si c'est de vieux F-16, on peut augurer du pire. Et évidemment, on ne va pas donner à l'Ukraine les meilleurs F-16 qui ont coûté une fortune au pays qui les a achetés. Comme par exemple le Pays-Bas et le Danemark. J'ai dit ça comme ça. Selon Gressel, la question reste ouverte de savoir si les F-16 peuvent être utilisés près du front contre les avions russes et leurs bombes planantes. Cela dépend des munitions fournies et de la question de savoir si la courte portée du radar F-16 peut être compensée, c'est-à-dire si les avions de combat occidentaux peuvent même voir à temps les chasseurs bombardiers russes, c'est-à-dire les Sukhoi 34 et les Sukhoi 35. C'est ce que je vous avais dit. La courte portée du radar F-16 la semaine dernière est là. Je vous avais dit qu'un F-16 au maximum peut voir une cible à 200 km. Donc c'est problématique puisque les radars russes sur leurs très très gros avions qu'ils utilisent en ce moment va en moyenne à peu près presque 2 fois plus loin. Donc effectivement c'est un problème la portée du radar F-16. Gressel espère entre autres la livraison annoncée de l'avion d'alerte précoce suédoise SAP 340 AEWC. Peut-être que les États-Unis peuvent aussi se résoudre à lancer des modèles plus modernes que les anciens F-16 AB. Ah bah voilà, là on a les blocs. Voilà, des F-16 AB, vous vous rendez compte, ce sont les premiers F-16, puisque le dernier bloc, c'est le bloc D, la dernière mise à jour. Donc là, ce sont les premiers F-16. Bah voilà ce que donne l'Occident à l'Ukraine. Alors vous vous doutez bien que ça va être ridicule. Alors quand en plus je vous disais que c'était du 200 km, maintenant que j'ai vu les versions, à mon avis c'est beaucoup moins que 200 km en réalité. C'est peut-être du 150 km. Donc bah ouais, là c'est carrément les plus vieux F-16. Donc c'est très très problématique. Un dernier article de Ouest France qui nous dit « Guerre en Ukraine, les États-Unis ont autorisé l'Ukraine à frapper la Russie jusqu'à Belgorod. Le président ukrainien Zelensky a demandé samedi 3 août 2024 l'autorisation d'attaquer des bases situées plus en profondeur sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. Pour l'instant, la permission donnée par Washington en mai se limite à moins de 100 km au-delà de la frontière. En réponse, le Kremlin a menacé de frappe occidentale. » Alors en fait, pour être plus précis, ça va pas au-delà de Belgorod. Pour l'heure, les attaques ukrainiennes semblent toujours se limiter à moins de 100 km au-delà de la frontière selon le Washington Post. Plus précisément, Vitaly Sarantsev, le porte-parole de l'armée ukrainienne, a indiqué à El País le 5 août que leurs frappes peuvent aller jusqu'à Belgorod, pas plus loin, 35 km.
Voilà. Donc c'est à 35 km de la frontière ukrainienne, hein, Belgorod. Donc en gros, pas plus loin de 35 km. Alors quand ils disent moins de 100, c'est beaucoup trop imprécis. Imprécis, j'ai envie de vous dire, jusque de la désinformation pour moi. C'est pas plus de 35 km, hein, jusqu'à Belgorod, pas plus loin. C'était à noter. Alors que peut-on dire en conclusion? Alors bien entendu, ça va être par rapport à cette grande offensive ukrainienne. Bien, grande offensive ukrainienne qui n'avait absolument aucune chance de réussir, étant donné le trop faible nombre d'hommes, de véhicules blindés, de chars et même de moyens en général mis à la disposition de cette grande offensive. Comme je l'avais dit aussi, sans appui aérien ni appui d'artillerie, donc en gros une opération suicide. Et en plus de cela, un fiasco complet, puisque dès le premier jour, si on en croit le ministère de la Défense russe, ce fut un massacre. Donc, bien entendu, il ne pouvait en être autrement. Alors, certes, ils ont pu avancer quand même. Certes, au moment où je vous parle, il y a toujours des poches de résistance par-ci, par-là. Je me doute que, étant donné que c'est une grande offensive qui en réalité est une offensive suicide, on leur a dit surtout, vous bougez pas, comme d'habitude avec Zelensky, hein, vous bougez pas de là où vous êtes et vous défendez votre lopin de terre jusqu'à la mort. Parce que c'est comme ça que ça se passe depuis le début de l'invasion russe. Voilà. Alors là, les Ukrainiens disent, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias, ah, mais c'est de la légitime défense. Ah bah nous, on ne fait que se défendre. Ah oui, mais il y a qu'un petit problème. Il y en a même plusieurs des problèmes. Déjà, on ne peut pas se défendre légalement en faisant une invasion dans un autre pays, armé, avec une grande force armée même, tout en tuant des civils. Et uniquement des cibles civiles, et en plus en ayant la volonté très claire de tuer des civils. Donc, étant donné qu'il n'y a aucune cible militaire dans l'oblast de Koursk, à part quelques conscrits, quelques soldats par-ci, par-là, quelques tanks et quelques hélicoptères, c'est tout. Et en plus, il y a une volonté donc réelle de tuer des civils. Juste pour si on reprend les termes de Zelensky, pour que la Russie sente la guerre. Voilà. Donc déjà, c'est un véritable scandale en soi, et bien entendu, tous les médias occidentaux étant complices avec l'Ukraine, bien entendu, de cela, ils n'en parlent pas. Chose aussi que j'ai envie de vous dire, que je vous avais dit il y a 6 mois, parce qu'il y a 6 mois, je vous ai fait une vidéo intéressante, et je vous mets le lien dans la description. Alors c'est quoi? Je coupe le suspense. La Cour internationale de justice avait quand même statué que la Russie n'était pas le pays agresseur quand il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine. La CIJ a statué. La Russie n'est pas le pays agresseur. Donc ça, c'est très fort. Évidemment, ça n'a pas été repris dans les médias. Moi, je vous ai fait une vidéo, lien dans la description, où je vous montre les articles qui, eux, en ont parlé. Alors évidemment, ce n'est pas des articles occidentaux, bien évidemment. Donc voilà, la CIJ a statué concernant la Russie. Donc c'était il y a 6 mois. Vous pouvez retrouver ça dans mes vidéos ou aller tout simplement sur le lien dans la description. Bref, alors pourquoi cela? Parce que ça vaut quand même le coup d'en parler un petit peu plus précisément. Quand la Russie a fait son opération militaire spéciale, eh bien, connaissant Poutine et la Russie, c'est un pays qui est extrêmement légaliste et Poutine est quelqu'un de très légaliste. Donc quand il fait quelque chose, c'est toujours au niveau du respect du droit international. Alors ça peut en choquer beaucoup, parce que les gens sont tellement dans l'ignorance de ce qui se passe au niveau des faits que ça peut en choquer beaucoup. Et pourtant, c'est la vérité. Et ça a toujours été comme ça.
Alors celui qui a le mieux expliqué la chose, alors dans les détails de la légalité internationale, c'est Jacques Beau. Jacques Beau a fait un livre qui explique absolument tout, mais dans le détail juridique, hein. Donc je vous invite, si vous voulez les détails, à lire Jacques Beau ou voir les vidéos de Jacques Beau, ou tout simplement de voir ma vidéo qui, elle, est plus dans les grandes lignes, puisque moi je reprends des articles qui en ont parlé dans les grandes lignes, hein, bien entendu, mais je vous montre tout ça dans ma vidéo. Et ça, tout le monde l'ignore. Ce qui fait qu'en réalité, la Russie s'appuyait sur l'article 51 des Nations Unies, qui rend leur opération militaire spéciale en Ukraine tout à fait légale en réalité. Parce qu'ils ont fait ça dans les règles de l'art, avec un référendum dans Lugansk, en Donetsk, etc. Avec le fait que ces oblasts-là aient demandé l'aide de la Russie et demandé qu'ils viennent, une fois que le référendum a été fait, bien sûr, hein, qu'ils viennent dans leur territoire les protéger. Donc tout a été fait en réalité dans les règles de l'art concernant les règles internationales de la justice. Le CIJ l'a confirmé. Très 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 important à dire. Donc quand les Ukrainiens disent que eux ont fait de la simple légitime défense en allant en Russie tuer volontairement et sciemment uniquement des cibles civiles, ce n'est pas de la légitime défense, ce sont des actes purement terroristes et il faut les condamner comme tels. N'oublions pas aussi que si la CIJ a condamné l'Ukraine indirectement en déclarant la Russie pays non agresseur, c'est qu'il y a tout un historique. Il y a le fait qu'il y a un coup d'État américain à Kiev, donc ingérence, donc illégalité internationale. Il y a le fait que Kiev ait bombardé pendant plus de 10 ans maintenant sa propre population, en ayant fait au minimum 16 000 morts, bon tout confondu, hein. C'est-à-dire soldats ukrainiens, miliciens de Lugansk, de Donetsk, population civile du Donbass, tout confondu, hein. Donc voilà, d'après Jacques Beau, il y a eu 10 000 morts civiles côté Donbass et 4 000 morts de soldats des deux côtés de la pseudo-frontière. C'est pas une frontière puisque c'est le même peuple qui se faisait la guerre, une guerre civile. Et donc Kiev a bombardé son propre peuple. Alors je sais pas, quand Bachar el-Assad a soi-disant gazé son propre peuple, on lui fait une guerre, on le bombarde, mais quand c'est l'Ukraine, ça va, c'est normal. Voilà. Donc deux poids, deux mesures, hein, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo avec le conflit israélo-palestinien. Toujours deux poids, deux mesures. Donc vous voyez, ça c'était à dire. Sans compter les accords de Minsk 1, les accords de Minsk 2 qui ont été foulés aux pieds tout à fait officiellement. Et Angela Merkel l'a dit dans le journal Die Zeit de manière très libre, comme quoi il ne respectait pas exprès les accords de Minsk pour rouler Vladimir Poutine dans la farine afin d'avoir le temps de fortifier l'Ukraine pour une prochaine guerre contre la Russie. François Hollande, 1 ou 2 semaines après, a confirmé les dires de Angela Merkel. Tout est là, tout est écrit, tout est officiel. Vous voyez ? Donc évidemment, tout ça est très embêtant. Et quand la guerre sera finie, que la poussière va retomber, que les têtes seront refroidies et qu'on étudiera un petit peu plus profondément les textes qui ont été signés, les traités qui ont été signés, les dires entre ambassadeurs officiels qui ont été dits, on s'apercevra que l'Ukraine est extrêmement coupable avec les États-Unis, l'Allemagne, la France en premier lieu. Voilà. Et que je vous rappelle que les accords de Minsk II ont été ratifiés à l'unanimité aux Nations Unies. Ne l'oublions pas. Donc tout ce qu'a fait l'Ukraine est dans l'illégalité la plus totale. Donc après que l'Ukraine, là, cible des populations civiles sciemment et officiellement, pourrait-on dire, non, c'est pas de la légitime défense. Alors, et en plus, l'Ukraine le sait très bien, parce que pourquoi l'Ukraine est très silencieuse et ne dit rien?
Pourquoi Forbes, et il n'y a que Forbes qui a dit cela, hein, uniquement Forbes, mais pourquoi Forbes a dit que bon, c'était une offensive complètement inutile qui ne servait à rien, mais que c'était fait par des Russes. Les Russes ont allé environ 90 véhicules blindés, ils ont 10 tanks, ils ont plein d'autres véhicules, etc. Je sais pas combien de drones, mais ça c'est les Russes, c'est les miliciens russes tout seuls comme ça, sans l'aide de Kiev. Ah non, non, tout seul. Donc vous voyez l'absurdité totale et comment on prend vraiment les gens pour des imbéciles à un point qui en est complètement caricatural. Mais ça passe quand même, ça passe. Parce que c'est des grands médias qui le disent. Donc si c'est des grands médias qui le disent, occidentaux, donc c'est la vérité. Quoi. Pour les gens ignorants, bien sûr. Pour ceux qui grattent un peu, ça n'a aucun sens comme situation, en réalité. Donc voilà, alors, je vais m'arrêter là parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là et on va tout de suite passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Donc dans la nuit du 8 août, il y a eu des opérations amphibies faites par les Ukrainiens, qui se sont comme d'habitude soldés par un fiasco, donc ils se sont fait tuer, donc ici et ici, donc dans la mer Noire. Et bon, bah, que dire de plus, hein, c'est des opérations bon, qui ont été lancées juste après la grande offensive du 6 août, donc pour essayer peut-être de montrer aux Russes qu'ils attaquaient sur plusieurs flancs en même temps. Bon, ça a été un fiasco, bah, comme d'habitude, quoi. Sinon, bah, les Russes continuent de nettoyer les petits îlots du Dniepr ici, dans la zone de Kherson. Là, dans la région d'Orirov, ici, les Russes bombardent énormément cette zone. Donc, là, par contre, alors c'est en pure défensive, comme d'habitude. Hein, toute cette zone est en pure défensive. C'est-à-dire toute la zone de Kherson, ils sont en pure défensif. Mais il y a toujours beaucoup d'Ukrainiens ici. Donc là, ils nettoient la zone jusqu'à Orirov. Toute cette zone-là a été beaucoup bombardée, beaucoup plus que d'habitude. Hein, c'est pour ça que je vous le dis. Alors là, ici, vers Ougledar, Ougledar, ça n'a pas changé. Hein, il n'y a pas eu... il n'y a pas eu d'avancée russe. Par contre, là, il y a eu des avancées. Donc, juste au sud de Konstantinivka. Donc la semaine dernière, ils étaient là, ils ont avancé là. Donc vraiment une petite percée, pourrait-on dire. Là, ils n'ont pas avancé sur Kolakovier. Je rappelle que Kolakovier, c'est là qu'il y a les derniers obusiers César et qui bombardent Donetsk depuis très longtemps. Alors au début, les obusiers étaient sur Niergolivka, ils étaient ici et ils les ont bougés ici depuis déjà quelques mois maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire ici. Là sur Paklovsk, une zone absolument très sensible, les Russes ont fait des avancées importantes puisque là ils ont pris Ivanivka, Jnelajne et ils vont prendre bientôt Grodivka, donc Grodivka bientôt. Donc ils ont fait une bonne avancée ici vers Pakrovsk, entouré d'un triangle rouge parce que c'est le deuxième point le plus important de la carte présentement avec Tchassivial. Donc là, ils sont plus qu'à 13 km 5 à peu près de Pakrovsk. Et ils vont bientôt arriver sur Pakrovsk. Ça va être absolument terrible pour l'Ukraine quand Pakrovsk sera prise. Autre zone d'avancée, on a ici, donc là, ils ont pris Yovka. Yovka a été prise depuis déjà la semaine dernière, mais là ça a été complètement nettoyé et ils ont avancé. Vous voyez, la semaine dernière c'était là
Et donc ça a été complètement nettoyé. Les quelques résistants ukrainiens qui étaient là ont été tués ou prisonniers, je ne le sais pas, mais il y a eu une avancée. Sur New York, il y a eu le drapeau russe qui a été mis il y a quelques jours sur New York. Alors c'est comme Yurivka, c'est-à-dire il y a toujours quelques petites poches de résistance de quelques dizaines d'hommes qui vont être balayés bien évidemment. Vous avez vu donc là l'avancée à gauche et regardez l'avancée à droite. Donc grosse avancée sur 3 points de cette zone du front. Donc ici, ici et ici. Donc comme ça et comme ça. Donc New York, on peut pas dire qu'elle se soit pris à 100%, puisqu'il reste quelques dizaines d'Ukrainiens, quelques petites poches. On peut considérer que c'est pris. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, un drapeau a été mis sur un bâtiment important de New York. Alors sur Toretsk, là, contrairement à ce qui a été mis là j'ai oublié de les enlever, il n'y a pas eu d'avancée notable. Il y a eu des petites avancées, mais rien de bien notable. Moi, je note quand vraiment c'est important. Alors là, par contre, ce que vous notez sur Toletsk, c'est une nouvelle flèche. Alors cette nouvelle flèche veut dire que là, il y a eu énormément d'envois de troupes sur Toletsk. Énormément d'envois de troupes. Alors, de cette semaine. Donc ça veut dire que ce qui a été envoyé dans Koursk, l'oblast de Koursk, ça a dû faire mal pour réunir toutes les troupes, les un peu plus de 1000 hommes apparemment qui ont été envoyés sur Koursk. Ça a dû faire mal parce que là, il y a énormément de troupes qui ont été envoyées sur Toletsk. Donc, à mon avis, gros problème de ressources humaines. Là, sur Klitschivka, ils ont encore avancé sur les hauteurs. Donc, avancée russe notable. Sur Tchassivyar, il y a eu une avancée importante. C'est pour ça que j'ai mis une épingle. Ils étaient là la semaine dernière. Donc sur Tchassivyar, là, ça avance vraiment. Là. Vraiment, côté russe, ça avance. Donc Tchassivyar, pareil. Il n'y a pas eu autant de troupes envoyées sur Tchassivyar que sur Toletsk. C'est pour ça que j'ai pas mis de flèche pour Tchassivyar. Mais il y a toujours des envois, on va dire, normaux de troupes ukrainiennes sur Tchassivyar. Ça ne change pas par rapport aux semaines précédentes. C'est exceptionnel l'envoi de troupes qui est fait sur Toletsk par contre. Sur Fedorovka, il y a eu une petite avancée russe. Ils ont pris pied dans Fedorovka, donc bien sûr cette ville tombera, bien évidemment. Là, rien de chance sur le flanc nord à ce niveau-là. Donc là, j'avais entouré Krasny Liman. Bon, Liman, c'est en ukrainien, Krasny Liman, c'est en russe. Ils n'ont rien fait, les Russes, là. Ils n'ont pas bougé, à ma connaissance. Voilà, sur le territoire ici de Vovchansk et de Lipsy, les Russes n'ont fait que bombarder la périphérie pour assurer qu'il n'y ait vraiment aucune troupe supplémentaire ukrainienne qui arrive pour renforcer cette zone, en particulier Vovchansk. Mais les Russes n'ont pas avancé. Au nord, les Russes ont fait des avancées étonnantes, on ne l'attendait pas. Donc apparemment, la ville de Kosnichki a été prise avec Kozasnok. Donc on verra si c'est confirmé ou pas. Donc en tous les cas, là les rapports russes, bien sûr, disent que ces deux petites villes qui sont l'une à côté de l'autre auraient été prises. Bon, nous verrons. En tous les cas, c'est une avancée.
Là, par contre, c'est confirmé pour Loukachivka, donc ils ont pris cette ville. Alors pareil pour Papovka, pareil, prise aussi. Et voici donc le fameux avancée, la grande offensive dans l'oblast de Koursk. Donc voici là en pointillé bleu l'avancée maximale qu'ont fait les Ukrainiens. Alors évidemment c'est pas du tout à jour parce que ça ne fait que changer. Par contre ce que j'ai appris là au matin du 10, c'est que là apparemment ils auront envoyé de l'artillerie. Donc peut-être qu'ils vont en plus avoir un appui d'artillerie. Alors maintenant il faut qu'ils installent et qu'ils tirent. Donc bon, ils n'ont pas d'appui aérien, mais apparemment ils vont avoir un appui d'artillerie. Alors s'ils arrivent à rester là, hein, parce que n'oublions pas que déjà ils ont pris très 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 cher, comme je l'ai dit précédemment. Bon, la centrale nucléaire elle est ici, donc à Koul-Tsastov. Koul-Tsastov, la centrale nucléaire est là. La grande ville de Kursk elle est ici, donc très 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 loin de là où ils sont. Donc il n'y a pas de risque qu'ils s'emparent de la centrale nucléaire et encore moins de la grande ville de Kursk. Donc comment ça va se finir? Bah, ils vont se faire détruire bien évidemment puisqu'il ne peut en être autrement. Vladimir Poutine a envoyé aux dernières nouvelles, là c'est du 10 au matin hein, que j'ai l'info, il y a énormément de troupes qui ont été envoyées donc dans la zone afin de nettoyer tout ça et de sécuriser toute cette zone et pour rassurer aussi la population qui est dans la zone de Souja et même autour, hein, bien évidemment. Alors là, je fais vite, hein, parce que je suis un peu long, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 10 août. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, n'oubliez pas, éventuellement un petit don, lien dans la description, et n'oubliez pas aussi, ça c'est la première partie, la deuxième partie sera le lundi qui vient, c'est-à-dire le lundi 12. Voilà, merci de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.